Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'électromagnétisme qui est destiné aux élèves de classes préparatoires, donc notamment les MPSI, PCSI, et il peut également intéresser les MP et les PC. Donc ce cours sur l'électromagnétisme, donc on va le faire en deux parties. Donc on va parler d'abord du champ électrique ou électrostatique. Donc on va se mettre dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Donc on va supposer que les champs ne varient pas dans le temps. Et dans un deuxième temps, on va parler du champ magnétostatique. Alors d'abord, le champ électrique. Donc le champ électrique, c'est un champ que l'on note donc par la lettre E. Donc c'est un champ vectoriel. Et ce champ, il est créé par des charges. Donc pour la source du champ, c'est des charges. Donc par exemple, les charges que vous connaissez, donc vous avez par exemple des charges positives comme le proton. Donc le proton a une charge plus E, avec E, c'est la charge élémentaire, donc 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc pour un proton, donc si vous posez un proton dans l'espace, donc ce proton, il va créer autour de lui un champ électrique. Et ce champ électrique, il est donné par E est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R au carré selon ER. Et puisque cette particule, donc je l'ai pris à symétrie sphérique, donc je vais prendre le vecteur ER, le vecteur radial qui sort. Donc vous prenez une sphère qui englobe cette charge, et donc ER, c'est le vecteur qui va transpercer cette sphère. Et donc là, on va avoir le champ électrique, puisque là, on a Q est égal à plus E, donc on va avoir plus E sur 4pi epsilon 0 R au carré selon ER. Et donc le champ électrique, il est selon ER dans la direction sortante, donc c'est ce qu'on appelle un champ centrifuge. Donc le champ électrique, il va être partout, donc sortant. Donc voilà pour un exemple de charge électrique. Maintenant, on va parler d'une charge négative. Et pour la charge négative, donc l'exemple le plus adapté, le plus simple que vous connaissez, c'est l'exemple d'un électron. Donc l'électron, c'est une particule qui gravite autour du noyau qui est lui chargé positivement dans la majorité des cas. Et donc le Q de l'électron, c'est moins E. Et donc de la même façon, le champ créé par l'électron, donc on va remplacer le Q par moins E. Donc on va trouver moins E sur 4pi epsilon 0 R au carré selon ER. Et donc de la même façon, si vous posez un électron dans l'espace, donc cet électron, il va créer autour de lui un champ électrique, mais cette fois-ci, il est vers l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle un champ centripète. Donc voilà, l'électron va créer un champ qui va être vers l'intérieur. Alors maintenant, supposons par exemple, si vous prenez, donc on va prendre un électron, on va prendre un proton, donc l'électron il va créer un champ, donc le champ on va le représenter de cette façon, donc c'est un champ entrant. Le proton il va créer également un champ mais qui est sortant. Voilà, donc ça c'est le champ électrique créé par l'électron, et ça c'est le champ électrique créé par le proton. Et donc là, si vous prenez une particule, n'importe quelle particule, par exemple une particule de charge Q, on appelle une particule de charge Q', c'est une particule test. Et donc cette particule test, lorsque vous la mettez dans l'espace, ou donc à proximité d'un de ces particules, donc soit l'électron et le proton, donc il va subir une force de type Q' fois E. Pour le cas de l'électron, donc l'électron, il va lui appliquer une force F électron qui est égale à, donc Q', c'est toujours Q', fois moins E sur 4pi epsilon 0 R au carré selon ER. Et donc ça veut dire que cette force dépend de la charge de Q'. Donc si Q' est positif, donc s'il est positif, ça veut dire que
la force que l'électron applique sur cette particule test positive. Donc là, on va avoir une charge positive fois une charge négative. Donc on va avoir quelque chose qui est fois moins fois K selon ER. Donc K, c'est tout ça. Donc pour ne pas réécrire toutes ces expressions, donc je les mets dans K. Et donc ça veut dire que cette force, elle est dirigée vers le centre de l'électron. Et donc cette particule test, il va être attiré par l'électron. Et c'est ce qui se passe. Donc si vous prenez une charge positive, une charge négative, donc ils vont s'attirer. Et pareil, si vous changez la charge en un Q' qui est négatif, donc vous allez avoir une force une force subie par l'électron qui vaut plus K selon ER. Et donc là, c'est une force qui est sortante, donc on va avoir une répulsion. Et de la même façon, donc vous allez faire le même raisonnement pour le proton. Donc voilà, ça c'était les sources des charges des champs électriques. Donc les champs électriques sont créés par des charges. Et donc ces charges, ils peuvent créer des champs, soit des champs entrants, soit des champs sortants dans l'espace. À l'inverse du champ gravitationnel qui lui est toujours donc est toujours entrant puisque la masse est positive. Alors maintenant on va parler de ce qu'on appelle les symétries. Donc les symétries des charges. Et donc les symétries de charge, si vous prenez par exemple dans l'espace, vous prenez une particule chargée positivement et une autre particule qui est chargée positivement. Donc entre les deux, vous allez mettre donc au centre, vous allez imaginer qu'il y a un plan qu'on va l'appeler pi, et ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le plan de symétrie de charge. C'est le plan de symétrie de charge. Dans ce cas-là, c'est des charges positives. De la même façon, si vous avez des charges négatives, donc là, de l'autre côté, vous allez avoir une autre charge négative. Donc il y a une symétrie de part et d'autre de ce plan. Et en fait, puisque ces charges vont créer un champ électrique, donc supposons que cette charge positive, donc je vais travailler avec des charges positives pour l'instant, donc cette charge positive, il va créer un champ électrique dans ce point-là qui est dirigé dans ce sens-là. Donc là, puisque pi c'est un plan de symétrie, donc ça veut dire que le champ électrique qui est créé par la deuxième charge, il est également symétrique au premier champ électrique. Et donc là, si vous déplacez les deux charges vers le plomb, ou si vous prenez une charge qui est confondue avec le plomb, donc cette charge est la symétrique d'elle-même. Donc ça veut dire que le champ électrique, pour que ça soit symétrique, il faut qu'il appartienne au plomb. Et donc là, on a trouvé un résultat, c'est que si vous avez un plan de symétrie, donc si pi est un plan de symétrie de charge, donc E créé par ces charges, il appartient, donc dans le plan, il appartient à pi. Donc si vous avez une distribution de charge et si vous avez un plan de charge, si vous arrivez à identifier un plan de symétrie de charge, et ben le champ électrique créé par ces charges est contenu dans ce plan. Donc le E appartient à ce plan-là. De la même façon, donc inversement, si vous prenez une charge positive et une charge négative, donc là, au milieu, vous allez imaginer un plan d'antisymétrie, donc c'est un plan d'antisymétrie de charge. Et de la même façon, si vous prenez une charge moins, donc de l'autre côté, vous allez avoir une charge plus, puisque c'est un plan d'antisymétrie. Et donc là, cette charge plus va créer en un point, par exemple ici, un champ électrique E. Et la charge moins, donc par antisymétrie, il va créer un champ électrique en un point qui est symétrique à ce point, mais la direction de E va être dans l'autre sens, donc c'est une antisymétrie. Et donc là, si vous prenez une charge qui appartient au plomb, donc si vous prenez une charge qui appartient au plomb, donc là, vous allez avoir ce champ-là qui est comme ça, ce champ-là qui est dans l'autre sens, et donc là, la somme des deux va vous donner un champ résultant qui est perpendiculaire à votre plomb. Et donc là, on a un deuxième résultat. Donc si
P étoile est un plan d'antisymétrie de charge. D'antisymétrie de charge, alors E est perpendiculaire à ce plan-là. Il est perpendiculaire à ce plan. Très bien, donc voilà. Donc ça, donc c'était pour les symétries et leurs conséquences sur la direction et le sens des champs électriques. Alors maintenant, on va donner un exemple. Donc exemple. Et l'exemple, c'est les suivants. Donc vous allez imaginer un fil électrique, un fil chargé. Donc ce fil chargé que je vais représenter par donc une ligne. Cette ligne est chargée et on va pardon, donc on va identifier une densité de charge linéique, donc D de Q sur D de L. Donc c'est la charge par unité de longueur, donc ça s'appelle la densité de charge linéique. Et de la même façon, vous pouvez identifier une densité des charges surfaciques, et dans ce cas-là, ça va être par exemple pour un tube. Donc pour un tube qui est chargé, vous allez identifier un sigma qui est égal à D de Q sur D de S. Donc c'est la densité de charge surfacique. Et l'équivalent volumique, c'est ce qu'on appelle, si vous avez par exemple un volume dans l'espace, donc si vous prenez un petit morceau de ce volume, donc ce volume, on va le caractériser par une densité de charge volumique qui vaut D de Q sur D de V. Donc c'est la densité surfacique ou volumique des charges. Et pour passer d'une représentation à l'autre, donc pour passer de par exemple donc on va prendre un point M dans l'espace et donc par symétrie de ce problème, donc là le fil je dois le prendre donc droit qui est comme ça, et je vais supposer que ce fil il est infini, donc il est de longueur infinie. Et par symétrie de ce problème, la base la plus adaptée à ce problème, c'est une base cylindrique. Donc là vous avez EZ, là ER, et donc là dans l'écran, donc à l'intérieur de l'écran, c'est Eθ. Parce que vous avez une symétrie de rotation autour de votre câble, et vous avez aussi une symétrie de translation dans EZ. Et donc là, on va chercher des plans de symétrie de charge. Donc là, les charges, je vous rappelle que les charges, ils sont dans le câble. Donc c'est des charges par unité de longueur. Et donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord considérer que ce fil est chargé positivement. Donc s'il est chargé positivement, lambda est égal, donc lambda est positif. Et s'il est chargé négativement, lambda est négatif. Donc on va prendre par exemple un cas, donc on va travailler avec un lambda positif. Et c'est pareil pour le lambda négatif. Donc là, les plans de symétrie, donc le premier plan qui est très simple, c'est le plan M Eθ ER, puisque ce plan, il coupe le fil en deux morceaux. Donc là, comme ça. Donc vous avez le fil qui est, donc le fil, il est comme ça, par exemple. Et donc ce plan, c'est le plan qui coupe le fil en deux. Et pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que le fil est infini, donc il est de longueur infinie. Donc c'est un plan de symétrie. Vous avez un autre plan de symétrie, c'est le plan c'est le plan qui contient le fil, c'est ce plan-là. Donc c'est ce plan qui est perpendiculaire au plan jaune, mais qui contient le fil. Et ce plan-là, c'est M, EZ, ER. Et donc maintenant,
pour trouver la direction du champ électrique, bah, il faut tout simplement appliquer la règle euh, qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, un plan de symétrie contient le champ électrique. Et puisque là, vous avez deux plans de symétrie, donc le champ électrique il doit appartenir à leur intersection. Donc, le champ électrique appartient à l'intersection de ces deux plans, Eθ, ER, intersection de M, EZ, ER. Et donc là, le vecteur qui se répète ici, donc l'intersection, ce sera le vecteur ER. Et donc là, on trouve que E est parallèle au vecteur ER. Donc on a trouvé la direction de ER et le sens de ER. Maintenant, on doit trouver les dépendances de ER. Donc a priori, on va supposer que E, donc il dépend de R, dépend de θ et de Z, et qui est dirigé selon ER. Et donc là, par des arguments d'invariance et du problème, donc on voit que le problème, donc le fil est invariant par rotation autour de l'angle θ, donc ça veut dire qu'il n'a pas de dépendance selon θ. Le fil est infini, donc il est invariant par translation selon EZ. Donc là où vous déplacez selon Z, le fil est toujours le même, donc il n'y a pas de dépendance selon Z. Par contre, si vous éloignez du fil, donc là, le problème, donc le champ électrique change, et donc le champ électrique ne dépend que de R. Donc, ER selon ER. Très bien. Donc là, on a trouvé, donc par des arguments de symétrie d'invariance, on a trouvé donc la direction et le sens du champ électrique et ses dépendances. Alors maintenant, puisque là j'ai parlé de la densité linéique, donc il faut savoir que donc dans ce chapitre, vous avez on va se placer à 3 dimensions. Donc là, l'exemple que je viens de donner, c'est un problème à une dimension. Donc c'est un fil à une dimension. Et donc là, on va définir une densité de charge linéique. Donc c'est d de q sur d de l. À 2 dimensions, l'équivalent de ça à 2 dimensions, c'est par exemple un plomb ou un disque, voilà. Et on va définir de la même façon un sigma qu'on va appeler donc la densité de charge surfacique. Donc là, c'est le coulomb par mètre, et là, c'est le coulomb par mètre au carré. Et donc de la même façon, on va définir à 3 dimensions ce qu'on appelle la densité volumique de charge. Donc là, par exemple, si vous avez un tube à 3 dimensions, donc un fil à 3 dimensions, et ce fil-là, il est chargé, et donc on va définir ρ, c'est la densité de charge volumique par d de v. Donc là, si je prends par exemple un petit morceau de ce tube-là, et donc ce morceau, il est de longueur L et de section S, ici. Donc ça veut dire que la charge contenue dans ce morceau bleu, donc ce petit morceau de cylindre bleu, c'est Q est égal donc à ρ fois son volume, et son volume ici c'est la section fois L. Et de la même façon, vous pouvez calculer donc la charge d'un petit carré ici de côté A, et la charge contenue dans ce petit carré, donc c'est Q est égal à sigma fois sa surface, donc c'est A au carré. Et pareil pour un fil, donc vous allez prendre un petit morceau de fil de longueur petit, par exemple D, et donc la charge contenue dans ce petit morceau, c'est Q est égal à D fois lambda. Donc voilà. Alors maintenant, pour passer d'une densité à l'autre, donc par exemple, on va supposer par exemple un petit volume parallélépipédique, donc d'épaisseur E et de section donc de surface S. Et donc là, on va définir un ρ qui est égal donc à d de q sur d de v. Et donc d de q est égal, donc d de q, on va le remplacer par la charge totale ici, donc q total divisé par d de v, et d de v ici, donc c'est S fois E, donc le volume total.
Et donc, on peut identifier quelque chose ici, c'est Q total sur S fois E. Et donc, si on prend le E de l'autre côté, on va avoir ρ fois E qui est égal à Q total sur S. Et donc là, ça, on peut l'identifier à une densité surfacique, mais à condition de tendre l'épaisseur de ce volume parallépipédique à 0. Donc lorsque la limite de E tend vers 0, donc là, lorsque l'épaisseur tend vers 0, donc ce volume se transforme en une surface. Mais également, il faut pour éviter que ce produit s'annule, il faut tendre ρ vers l'infini. Et comme ça, on va avoir 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée, mais donc on va se débrouiller pour que ça soit fini avec des approximations. Et donc là, la limite quand E tend vers 0 et quand ρ tend vers l'infini vous donne sigma. Et donc là, on a passé de 3 dimensions à 2 dimensions. Donc c'est des relations de passage entre les dimensions du problème. Très bien. Alors maintenant, on va passer au théorème de Gauss. Donc c'est un théorème qui est très important, qui va nous permettre de calculer donc le champ électrique dans une distribution, que ce soit lénique, surfacique ou volumique. Donc théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss, il s'énonce de la façon suivante. Donc le flux du champ électrique à travers une surface fermée. Donc là, le rond là, ça c'est une surface fermée. Attention, j'ai pas mis le ρ pour rendre l'intégrale belle, mais en fait ça a une signification le rond. Le rond c'est une surface fermée. Ensuite vous avez l'intégrale sans ρ, c'est pour les surfaces ouvertes. Et donc là, le théorème de Gauss vous dit que le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la charge intérieure contenue dans cette surface divisée par la perméabilité de vide. La permittivité de vide, donc epsilon 0. Et donc là, pour appliquer ce théorème, on va reprendre l'exemple du fil, donc l'exemple du fil infini. Donc on va calculer le champ électrique créé par un filiforme infini de Z qui tend vers l'infini. Donc on va reprendre le problème. Donc voilà, vous avez le fil qui est infini. On va se mettre à un point M. On va représenter donc la base. Donc là, on a EZ. Là, on a ER. Et donc là, on a Eθ. Et donc on a trouvé tout à l'heure que par symétrie, par invariance, on a trouvé que ce problème-là, il est invariant par rotation selon Eθ, il est invariant par translation selon Ez, et on a trouvé que le champ électrique en point M, il s'écrit de la façon suivante. Donc E de R, il ne dépend que de R, donc la distance entre le fil et M, et il est dirigé selon ER. Donc on a trouvé ça à l'instant. Et maintenant, donc pour calculer en fait la valeur de ce ER, donc pour calculer la norme de R, on va utiliser la loi de Gauss, le théorème de Gauss plutôt. Et donc là, le théorème de Gauss, c'est le suivant. Donc le flux à travers une surface fermée du champ électrique est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Et donc là, toute la question ici, c'est de comment choisir cette surface fermée. Donc c'est ce qu'on appelle la surface de Gauss. Donc le choix de la surface de Gauss. Donc pour choisir cette surface, il faut que le vecteur unitaire de surface ds, il doit être parallèle à E, pour éviter que le produit scalaire ici s'annule. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que cette surface-là, il faut qu'il passe par le point M. Donc il faut qu'il passe par M. Sinon, on ne pourra pas appliquer ce théorème. Et la troisième condition pour le choix de cette surface, il faut que E, il faut qu'il soit constant dans cette surface.
Donc il faut que le champ électrique soit constant dans cette surface. Et donc là, la surface de Gauss que je vais choisir pour ce problème de fil infini et qui respecte donc ces trois conditions, c'est tout simplement un cylindre qui contient le fil. Donc je prends un cylindre de... Donc là, il faut d'abord... Donc là, ce que j'ai dessiné là, ça respecte pas la deuxième condition parce que la surface doit passer par M. Donc là, le cylindre que je dois dessiner, il faut qu'il passe par M. Et donc ce cylindre de hauteur H et de rayon R, donc de rayon R et de hauteur H, c'est la surface fermée de Gauss. Donc il contient le fil. Et donc là, on va avoir, cette surface, elle est fermée bien sûr, mais on va avoir trois contributions. Donc là, on a une surface supérieure, donc c'est le couvercle au-dessus, qu'on va appeler S1. Vous avez de la même façon le couvercle inférieur, donc la surface en dessous, donc on va appeler S2. Et vous avez également la surface latérale, donc vous avez la surface latérale du cylindre qu'on va appeler S3. Et donc là, le vecteur unitaire, donc le vecteur surface unitaire ds1, donc lui, il est perpendiculaire à la surface ds1. Le vecteur de surface unitaire, il est également perpendiculaire à cette surface-là. Et le vecteur ds3, lui, il est perpendiculaire à la surface latérale. Et on voit que donc cette intégrale-là, on voit qu'il va se décomposer en trois parties, donc en trois contributions. Donc l'intégrale sur une surface fermée de E d de S est égale à l'intégrale sans rond, parce que là on a le surface du cylindre qui est fermé. Et maintenant, pour l'intégrer, donc on va l'ouvrir, on va prendre les contributions une par une. Donc là, il y a la contribution supérieure, la surface supérieure, et la contribution de la surface inférieure, et vous avez également la contribution de la surface latérale. Et donc là, on va avoir la contribution selon S1, la contribution selon S2, et la contribution selon DS3. Et donc là, avant d'intégrer, on remarque le E. Donc le E, lui, il pointe selon ER. Et ER, il est perpendiculaire à DS1. Ça veut dire que E est perpendiculaire à DS1 parce que E, il pointe vers la composante radiale. Et ça veut dire que le produit scalaire ds1e est égal à 0, et de la même façon, le produit scalaire E ds2 est égal à 0. Donc ça veut dire que ces deux intégrales sont nulles, puisque le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul. Ensuite, vous avez la troisième contribution, et donc là, vous avez le vecteur surface latérale qui est parallèle à E, puisque les deux pointent vers l'extérieur, donc vers la composante radiale. Et donc, le seul terme qui est non nul, c'est celui-là. Et donc là, on va intégrer ici, donc là, on va avoir donc l'intégrale de E ds est égale, donc E est parallèle à ds3, ils pointent vers le même sens, et donc leur produit scalaire est E est tout simplement E fois ds3. Et puisque E est constant dans cette surface, par définition de ce choix de cette surface, puisque E est constant dans cette surface, donc il peut sortir de l'intégrale. Et donc là, on intègre la surface 3. Et la surface 3, pour l'intégrer, il faut juste prendre un cylindre dans lequel, voilà, un cylindre dans lequel donc on lui a enlevé la partie haute et la partie basse. Donc on les a enlevés, c'est comme si vous avez une boîte à cylindres. Et donc on va enlever le couvercle supérieur, le couvercle intérieur, donc il vous reste que la surface latérale. Et donc là, par exemple, donc là, voici votre cylindre. Donc pour calculer, donc là, on n'a pas de couvercle ici, donc on a enlevé la surface S1, ici on a enlevé la surface S2. Et donc pour intégrer la surface latérale, vous allez prendre un ciseau, vous allez découper le cylindre,
Et là, vous allez avoir donc un rectangle de longueur. Cette longueur, c'est le périmètre de votre cercle, donc c'est 2pi fois r. Et là, vous avez la longueur, la largeur plutôt, donc la hauteur de ce cylindre, c'est h. Et donc, l'intégrale de ds3, c'est e fois 2pi r fois h. Et donc là, puisque e il dépend de r, donc on va avoir e fois 2r fois 2pi fois r fois h est égal à q intérieur, donc la charge intérieure sur epsilon 0. Alors maintenant, le cylindre qui contient le fil, il est de longueur h. Donc pour déterminer en fait la charge contenue dans cette surface, c'est tout simplement la charge contenue dans ce fil de hauteur h. Et pour trouver cette charge, il faut utiliser la densité lénique, c'est lambda fois la hauteur h divisé par epsilon 0. Et on trouve finalement que E de R, donc c'est tout simplement, donc là on peut simplifier par le h, et on trouve lambda sur 2pi r epsilon 0. Et donc la structure finale de notre champ électrique, c'est E, est égale à lambda sur 2pi r epsilon 0 selon ER. Donc voici la structure de notre champ électrique. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un fil qui est chargé positivement, donc le E, il pointe vers l'extérieur. Donc il pointe vers l'extérieur, bien sûr, selon ER. Donc il est comme ça. Si votre lambda est négatif, donc vous remplacez lambda ici, donc ça veut dire qu'il pointe vers moins ER, donc ça veut dire que c'est un champ qui est entrant. Donc il entre vers le fil. C'est exactement la même chose que l'électron. Donc l'électron, il va créer un champ autour de lui qui est entrant, donc qui est centripète, et un autre champ, donc pour la charge positive, par exemple, le proton qui va créer un champ centrifuge, donc qui est sortant. Donc le E ici, il est entrant pour le cas de lambda négatif. Donc très bien, donc ça c'était un exemple d'application du théorème de Gauss. Alors maintenant, on va passer à un autre exemple. Donc un exemple de surface. Un exemple de surface. Donc là, c'était un exemple de phi, donc on est à une dimension. Donc maintenant, on va passer à un exemple à 2 dimensions. Et dans cet exemple, donc on va prendre un plan. Donc ce plan-là, on va prendre un point M de l'espace. Et donc là, la base la plus adaptée à cette distribution, puisque cette distribution est la symétrie plane. Donc là, on n'a pas de rotation, on n'a pas d'invariation de rotation, on a juste un plan qui a 2 dimensions. Donc la base la plus adaptée, c'est tout simplement une base classique, donc c'est une base cartésienne. Donc on va avoir EZ, EX et EY. Et donc là, avant d'appliquer, donc là, l'objectif c'est de trouver le champ, donc le E créé par cette surface plane. Pour cela, on va appliquer le théorème de Gauss, bien sûr, mais avant de l'appliquer, on va chercher les symétries d'abord. Donc, est-ce qu'il y a des symétries? Est-ce qu'il y a des invariances? Voilà, donc on va considérer que le plan il est chargé avec une densité de charge sur surface sigma qui est égale à d de q sur d de s. Donc que ça soit positif ou négatif, donc on va prendre le cas général. Donc là, l'autre plan, on va considérer un plan infini. Donc notre plan, il s'étend sur tout l'espace, donc il est infini. Donc là, ça veut dire qu'on a une invariance selon EY et selon EX. Mais par contre, il n'y a pas d'invariance selon EZ, puisque lorsqu'on se déplace selon la direction EZ, on s'éloigne de notre plan. Donc là, le champ électrique varie. Donc là, donc notre point M, il est là. Donc on va commencer par chercher des plans de symétrie de charge. Alors, vous avez un premier plan de symétrie, c'est le plan qui coupe le plan orthogonalement. Et ce plan, c'est tout simplement EY, EZ, qui passe par M.
Vous avez un autre plan de symétrie qui est évident, c'est le même, mais qui coupe en fait le plan perpendiculairement, mais il est perpendiculaire à ce premier plan. Donc là, ce plan que j'ai tracé, donc je vais tracer en vert, donc M, E, Y, E, Z, donc c'est ce plan-là. Voilà. Et vous avez un autre plan, donc c'est M, E, X, E, Z. Donc lui, je vais le tracer en bleu. Et donc ce plan-là, il va couper ma surface plane perpendiculairement, mais il va être perpendiculaire au plan bleu, donc dans ce sens-là. Donc ces deux-là sont des plans de symétrie, mais en réalité, vous avez une infinité de plans de symétrie, mais puisque là, on travaille dans une base cartésienne, donc deux plans suffisent pour étudier le problème. Et donc là, l'intersection, donc E appartient à l'intersection de ces deux plans. Et donc là, le vecteur commun à ces deux plans, c'est EZ. Donc ça veut dire que E est parallèle à EZ. Et donc E, il va s'écrire, donc a priori, il dépend de X, de Y, de Z, mais je vais voir qu'après, il y a des coordonnées que je vais supprimer parce que en exploitant les invariances du problème, selon EZ. Alors maintenant, les dépendances. Alors pour les dépendances, donc j'ai mon plan qui est invariant par translation selon EX, parce que c'est infini selon EX, et il est infini selon Y, donc vous avez une translation, une invariance par translation selon Y, et donc là, E qui dépend de X, Y, Z, va dépendre uniquement de, donc pas de X, invariance selon Y, et donc là, il dépend tout simplement de Z. Donc la structure de mon champ électrique, c'est tout simplement un champ qui dépend uniquement de la variable Z et qui est orienté selon EZ. Donc voilà, j'ai trouvé la structure de mon champ électrique. Maintenant, j'ai qu'à appliquer le théorème de Gauss pour trouver l'expression de cette norme. Donc théorème de Gauss. Alors maintenant, pour appliquer le théorème de Gauss, donc il faut choisir la surface de Gauss. Donc je vous rappelle que la surface de Gauss, il doit être, donc le ds de cette surface, il doit être parallèle à E. E doit être constant dans cette surface. Donc dans cette surface. Et la troisième condition, il faut que votre point M, il doit appartenir à cette surface. Donc le S, il doit passer par cette surface. Et donc la surface la plus... Donc je reprends le dessin. Donc voici votre plan. Donc le M, il est là. Il est au-dessus de la face supérieure de votre plan. Et donc la surface qui vérifie en fait ces conditions, c'est la surface, donc c'est le disque de centre M. Donc le disque qui est à une hauteur, donc supposons que M il est à une hauteur h, on va supposer que ici on a une hauteur h du disque. Et donc ce disque, donc le plan il est là, et à une hauteur de h, vous avez un disque de centre M. Donc c'est ça la surface de Gauss. Mais le problème c'est que cette surface n'est pas fermée. Donc pour la fermer, il y a une astuce. Vous allez prendre un point M' qui est symétrique à votre point, donc qui va transpercer le plan, et M' donc qui est symétrique par rapport à ce plan, et vous allez prendre le même disque, la même surface, et donc là vous allez créer un cylindre qui va transpercer le plan. Donc voici votre cylindre qui transperce votre plan, et donc il le transperce dans une surface S qui est égale à S1 qui est égale à S2. Avec S1, c'est la surface de ce disque, et S2, c'est la surface de ce disque inférieur. Et donc là, on a une surface de Gauss qui est fermée, donc c'est comme dans le cas du fil, donc vous avez une boîte cylindrique, et on va faire exactement la même chose. Donc on va intégrer le flux de E à travers ds, donc on va avoir trois contributions. Donc la première contribution, il vient de S1, donc c'est E scalaire ds1, plus
la deuxième contribution qui vient de la surface latérale, et la surface latérale, donc le rayon, donc la surface latérale, le vecteur, le vecteur unitaire ou le vecteur d de s surface X, il pointe vers l'extérieur, qu'on va appeler ds. Donc E scalaire ds, surface latérale, plus une contribution de la surface inférieure, donc E scalaire ds2. Et donc là, c'est S2. Et là, donc on va raisonner de la même façon, donc ds1, elle est perpendiculaire à la surface S1, et puisque E, elle est également selon EZ, donc ça veut dire que ds1 scalaire E est égal à E fois ds1, puisque les deux sont parallèles. Donc cette contribution n'est pas nulle, donc c'est bon. Par contre, pour la contribution latérale, donc la surface latérale, on a le ds qui pointe vers l'extérieur. Or, le E, il est vers Z, donc les deux sont perpendiculaires, donc ça veut dire que cette contribution est nulle. Et de la même façon, la contribution en bas, c'est il n'est pas nul puisque E et ds2 sont parallèles. Et ds2, donc il pointe vers le bas, ds2. Alors, puisqu'on a dit que ce plan-là, donc le plan qui contient une charge sigma, donc on va l'appeler pi, c'est un plan de symétrie de charge. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui contient les charges. Et donc ça veut dire que si vous prenez par exemple un point là, si le champ électrique pointe vers le haut, alors symétriquement vers le bas, le champ électrique doit pointer vers le bas, par symétrie. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc si le champ électrique là, il pointe vers le bas, ça veut dire que le champ électrique en Z est égal, le champ électrique en Z est égal moins le champ électrique en moins Z, puisque les deux pointent dans deux sens opposés. Et donc maintenant, le théorème de Gauss, il va me donner donc l'intégrale sur une surface fermée de ds. Donc il va me donner la contribution supérieure, donc on va avoir tout simplement l'intégrale sur S1 de E ds1, donc j'enlève les vecteurs puisque les deux sont parallèles, et de la même façon dans la surface inférieure, donc je vais avoir E ds, bien sûr ici c'est E, donc là c'est E en Z, parce qu'on a deux, en fait on a deux espaces, on a l'espace supérieur pour lequel Z est positif et l'espace inférieur, donc en dessous du plan, c'est pour Z négatif. Donc là on va avoir E de Z, et là on va avoir E de moins Z ds2. Or, d'après la figure, on voit que le ds1 il pointe vers le haut, et ds2 pointe vers le bas. Et puisque la norme de ds1 est égale à la norme de ds2, donc ça veut dire que ds1, le vecteur ds1 est égal à moins ds2. Et donc là, lorsque je projette les deux ici, donc on va voir E de moins Z scalaire ds2, donc ça fait E de Z scalaire ds1. Donc là, on va voir moins moins, et donc là, ça fait plus. Donc là, ça fait E de Z, et là, ds1. Car E de moins Z scalaire ds2 est égal à moins E Z scalaire moins ds1, d'après ces deux égalités-là. Et donc là, on trouve que ces deux champs sont égaux, donc on va voir que l'intégrale sur une surface fermée de E ds est égale à tout simplement, donc là le E de Z il sort de l'intégrale, puisque par définition la surface de Gauss, sur la surface de Gauss le champ électrique est constant, donc il peut sortir de l'intégrale. Et donc là ds1 et ds2 c'est des disques de rayon R. Et donc là je vais avoir tout simplement donc E de E Z fois une surface grand S, avec grand S c'est la surface du disque A et la surface du disque 2. Et donc tout ça est égal par application au théorème de Gauss, donc la charge intérieure sur epsilon 0. Alors maintenant pour trouver la charge intérieure, donc là
les charges sont situées dans le plomb. Et donc là, les charges qui sont contenues dans ce cylindre, c'est les charges qui sont dans cette surface euh, de disque. Et cette surface, on a dit par définition tout à l'heure que cette surface est égale à S, donc S1 et S2. Donc ça veut dire que là, Q intérieur, on va utiliser la densité surfacique sigma, donc c'est sigma fois S sur epsilon 0. Et donc finalement, on trouve que E de Z, donc là on peut simplifier par S, est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Et donc là, la structure finale de votre champ électrique, c'est tout simplement sigma sur 2 epsilon 0 selon EZ. Et donc là, lorsque sigma est positif, donc vous allez avoir un plan qui est chargé positivement, qui va créer un champ électrique qui pointe vers EZ en haut. Donc là, E, le champ électrique, il pointe vers le haut. Et par symétrie, donc en bas, il pointe vers le bas. Donc ça, c'est le cas d'un sigma positif. Donc c'est le cas d'un plan chargé positivement. Et maintenant, lorsque sigma est négatif, donc vous allez avoir l'inverse. Et l'inverse, c'est quoi? C'est des champs qui pointent vers le plan lui-même. Donc ça, c'est E. Et de l'autre côté, on va avoir par symétrie des champs qui pointent vers... Donc ça, c'est pour un plan positif, donc sigma positif. Et ça, c'est pour un plan sigma négatif, donc par un plan chargé négatif. Alors maintenant, un cas particulier, donc ou un résultat. Donc qu'est-ce qui se passe si je prends donc si je superpose le plan avec sigma positif et le plan avec sigma négatif. Donc c'est-à-dire si je prends le plan qui est chargé positivement, donc avec un sigma positif, et donc je le prends, et en bas, donc je prends le plan qui est chargé négativement et je superpose les deux. Donc je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, le plan en bas, inférieur, sigma est négatif. En fait, ce qui se passe, c'est que donc le disque supérieur, il va créer, donc là, on va faire un dessin. Donc le disque supérieur, donc lui, il va créer un champ qui pointe vers le haut. Donc un point qui pointe vers le haut, qui pointe vers le bas dans la surface inférieure. Et le plan inférieur, donc pour sigma négatif, donc ça c'est sigma positif. Et donc là pour sigma négatif, je vais avoir un champ qui pointe vers le bas en haut et vers le haut en bas. Et donc là, si je superpose les deux, en fait, il y a un théorème qui vous dit, donc c'est ce qu'on appelle le théorème de superposition. Le théorème de superposition. Et ce théorème de superposition, il vous dit que si vous prenez deux surfaces, donc chacune crée son propre champ, lorsque vous superposez les deux, en final, vous allez avoir la somme des deux champs. Donc ça veut dire que E total est égal à E créé par sigma positif plus E créé par sigma négatif. En d'autres termes, donc là, lorsque vous faites la somme des deux champs, donc lorsque vous faites la somme des deux, donc là, la contribution en haut, il va s'annuler avec la contribution en bas, donc là vous allez avoir donc le champ supérieur qui pointe vers le haut plus cette contribution du champ qui pointe vers le bas est égal à 0. De la même façon, le champ qui pointe vers le bas, bleu là, lui, quand je le superpose au champ vert qui pointe vers le haut de ce côté-là, je vais avoir 0. Et donc la seule contribution qui est non nulle, c'est pour laquelle le champ bleu qui pointe vers le haut, quand je le superpose avec le champ qui est en bas qui pointe vers le haut.
Et donc là, je vais trouver quelque chose qui est différent de 0. Et donc, en gros, lorsque vous superposez vos deux plans, donc la contribution à l'extérieur est nulle. La seule contribution qui reste ici, c'est tout simplement, euh, donc c'est tout simplement lorsque le champ il part comme ça. Donc vous allez superposer les deux, et donc le champ électrique est seulement non nul à l'intérieur des deux plans. Donc ça s'appelle le théorème de superposition. Et donc là, on va supposer que les deux plans sont infinis pour éviter les effets de bord. Parce que si vous prenez deux surfaces qui sont étroites, donc vous allez avoir des effets de bord. Donc le champ ici va être courbé. Et donc là, on va avoir des problèmes. Donc là, on a la variance. Donc on n'est plus en électrostatique, mais ça va être compliqué de traiter ce genre de champ. Donc on va négliger. Donc on néglige les effets de bord, en considérant que les deux plans sont infinis. Et donc maintenant, donc la superposition des deux champs, donc le champ créé par le premier plan, c'est sigma sur 2 epsilon 0 selon, selon EZ, selon moins EZ, donc pour le premier plan. Donc pour le plan qui est chargé positivement, donc la seule contribution elle vient de ce champ et elle est donnée par cette expression. Et le deuxième champ pour sigma qui est négatif, donc ça veut dire que si sigma est négatif, donc ça veut dire que moins sigma sur 2 epsilon 0 est positif. Et donc lui, il est comme ça. Et donc là, lorsque je rajoute les deux champs, donc je vais avoir E total qui est égal à moins sigma sur epsilon 0 selon EZ. Et donc c'est ce que je trouve. Donc je trouve les deux plans qui sont superposés. Donc EZ pointe vers le haut. Et donc le champ électrique, je trouvais qu'il pointe vers le bas. Donc ce qui est cohérent avec ce résultat. Donc voici le champ électrique qui est créé par deux plans superposés. Et en fait, ça vous rappelle quelque chose. Ce que vous avez fait en terminale et en première année, c'est un condensateur. Donc le condensateur, c'est deux armatures, une qui est chargée positivement et une qui est chargée négativement. Et donc là, ces armatures, on va supposer que entre les deux, il n'y a rien, il y a du vide. Et donc les deux, ils vont créer leur propre champ. Et donc c'est la définition d'un condensateur. Donc un condensateur, c'est rien d'autre que deux armatures, deux plans qui sont superposés. Et donc là, vous avez défini la tension au bord d'un condensateur par la capacité fois la charge Q. Et donc là, pour calculer cette tension, et donc là, donc là, si on prend par exemple ici, donc la première armature qu'on va appeler donc l'armature 1, et donc là c'est l'armature 2, et donc la différence de potentiel entre les deux, donc on va la définir par donc U est égal à E, donc E2 moins U1, c'est ça, ou plutôt l'inverse, donc c'est U1 moins U2, et donc U1 moins U2 est égal à C fois Q. Et donc là, pour calculer ça, on va donc utiliser la définition la définition du champ électrique en fonction du potentiel. Donc on sait que E est égal à moins gradient du potentiel, donc moins gradient de U. Et donc puisqu'on est à deux dimensions, et donc là on peut, puisque le E il est orienté selon EZ, donc ça veut dire que le gradient, il va se réduire en une seule composante, donc d sur d de z de u selon EZ. Et donc là, par projection, E est égal à moins d de u sur dz.
Et donc cela signifie que d de z est égal à, ou plutôt d de u est égal à moins e dz. Et donc là, on va intégrer, donc u est égal, et puisque là, on intègre donc de 1 à 2, donc on va avoir 1 de 2 de moins e dz. Et donc l'intégrale de ça va me donner u2 moins u1. Donc là, la signification dans cette expression, donc là, ça veut dire que le champ électrique, il est dirigé vers, vers le sens des potentiels décroissants. Donc ça veut dire que si vous avez ici un potentiel V1 et là un potentiel V2, donc le champ électrique va être dirigé vers le potentiel le plus bas, donc on va supposer que V1 est inférieur à V2. Donc là, ça veut dire que le champ électrique, il va pointer vers le potentiel le plus faible. Et donc là, E2 moins U1 est égal, donc moins l'intégrale de 1 à 2, donc de la première armature à la deuxième armature. Je vous rappelle que la première armature, c'est l'armature qui est chargée positivement, et la deuxième, celle qui est chargée négativement. Et donc là, on va remplacer par l'expression de E, donc c'est moins sigma sur epsilon 0. Donc on va trouver sigma sur epsilon 0 d de z. Et donc là, ça me donne moins sigma sur epsilon 0 moins la distance donc de z2 moins z1. Et bien sûr, la distance z2 moins dz1, donc là, on a z2 et là, c'est z1. Donc la différence entre les deux, donc on va supposer que c'est l'épaisseur entre les deux plans. Et donc cette épaisseur, on va l'appeler d. Donc là, on va trouver moins sigma sur epsilon 0 d. Et puisque le champ électrique, donc la différence de potentiel que je suis en train de chercher ici, donc c'est U1 moins U2. Donc moi je sais que U1 moins U2 est égal à C fois Q. Et là j'ai E2 moins U1, donc je vais inverser, donc le moins il disparaît, et donc je vais avoir sigma sur epsilon 0 fois D. Donc là, D, c'est l'épaisseur ou la distance entre les deux armatures. Et S, c'est la surface de chaque armature. Donc la surface de chaque armature. Donc on va supposer que les deux armatures ont la même surface de chaque armature. Et d'ailleurs ici, en fait, c'est l'inverse. Donc là, c'est Q qui est égal à C fois U. Donc c'est l'inverse. Donc là, C fois ça qui est égal à Q. Donc qui est égal à Q. Et moi, je trouvais que U2 moins U1 est égal à... Donc c'est C fois ça. Donc C fois ça. Donc là, ici, donc là, je reprends. Donc là, c'est pas bon. C'est normalement Q est égal à C fois U. Donc j'ai inversé, je m'excuse. Et donc là, ça veut dire que U1 moins U2 est égal à Q sur C. Donc là, cette relation n'est pas bonne. Je m'excuse. Donc la bonne relation, c'est Q est égal à C fois U. Et donc U2. Donc la différence de potentiel entre les deux armatures 1 et 2, c'est Q sur C. Et donc là, donc je vais remplacer le Q. Donc moi je sais que sigma c'est d de Q sur d de S et est égal, donc il vaut également la charge totale d'une armature sur sa surface. Et donc là, ça signifie que Q est égal à sigma fois S. Et donc je remplace Q par sigma fois S, donc je trouve sigma fois S est égal à sigma sur epsilon 0 fois D fois C. Je peux simplifier par sigma. Et donc, je trouve que la capacité de mon condensateur, donc c'est S fois epsilon 0 sur D. Donc, on a trouvé la fameuse relation du condensateur en fonction de sa surface et de la distance entre les deux armatures. Donc, on va parler un petit peu, donc on va expliquer un peu qualitativement la signification de cette équation, de cette expression. Donc ça veut dire que si vous prenez donc deux armatures de votre condensateur qui sont en face, si vous augmentez la distance entre les... donc si vous augmentez D, la capacité diminue.
Donc c'est pour ça que les condensateurs modernes ont fait en sorte de laisser une épaisseur nanométrique entre les deux condensateurs pour augmenter la capacité. Si vous augmentez la surface, la capacité augmente. Donc si vous augmentez la surface, donc logiquement, il y a plus de capacité, donc il y a plus de place pour les charges, donc la capacité de votre condensateur augmente. Mais le problème, c'est que nous, par exemple, pour fabriquer des ordinateurs et des smartphones, donc il faut des condensateurs à l'échelle microscopique. Donc, quand je dis microscopique, c'est de l'ordre de 10 moins 4, 10 moins 5. Donc voilà, on va dire mésoscopique. Et donc là, donc c'est pas bon d'augmenter le S. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'augmenter S et diminuer le D pour trouver la bonne combinaison pour avoir un condensateur qui est en même temps petit et en même temps grand en capacité. Donc voilà, donc ça c'était pour les deux plans en face, donc les deux plans chargés en face. Alors, concernant la relation que j'ai trouvée tout à l'heure pour un seul plan, donc pour un seul plan, donc remarque, pour un seul plan, donc pour un seul plan, j'ai trouvé que E est égal à sigma sur 2 epsilon 0 selon EZ. Et donc le plan, il est comme ça. Et donc là, une remarque, c'est que E est égal à sigma sur 2 epsilon 0 EZ lorsque Z est positif. Et lorsque Z est négatif, donc là, on a trouvé que par symétrie, lorsque le champ est vers le haut, donc en bas, il doit pointer vers le bas. Donc on déduit que E est égal à moins de epsilon 0 selon EZ lorsque Z est négatif. Donc ça veut dire que lorsque vous traversez le plan, il y a une discontinuité de champ. Et donc là, lorsque vous tracez votre champ électrique, donc E de Z en fonction de Z, donc là vous allez trouver que donc pour les parties positives, donc pour Z positif, vous allez trouver sigma sur 2 epsilon 0. Et pour les Z négatifs, vous allez trouver moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc voici l'allure de votre champ électrique. Et donc là, vous avez un point de discontinuité. Donc ça veut dire que lorsque vous traversez la surface, il y a une discontinuité du champ électrique. Mais on va voir en réalité que c'est pas une discontinuité liée au champ électrique, mais c'est une discontinuité liée à la normale. Parce que si vous prenez E, donc là, si vous supposez que ça c'est la partie plus et ça c'est la partie moins, donc U plus moins U moins à l'interface est égal, vous allez trouver qu'il est égal à epsilon, donc sigma sur epsilon 0, selon un vecteur unitaire, donc n1,2, donc n plus moins. Donc là c'est la partie 1 et ça c'est la partie 2. Et donc ce vecteur unitaire, il est dirigé vers le haut, donc c'est la composante normale. Et donc là, on va voir que il y a une discontinuité, donc dans cette région-là, il y a discontinuité de la composante normale. Et nous, lorsqu'on a calculé le potentiel électrique, on a trouvé que le potentiel électrique est égal à donc moins gradient de E, et on l'a calculé, voilà. Et on a trouvé que le potentiel électrique, lui, est continu, puisque c'est la dérivée en fait. Et donc là, lorsque vous tracez le potentiel électrique, donc le U en fonction de Z, vous allez voir qu'il est continu, mais là vous allez à un point. Donc là, c'est comme la fonction valeur absolue en mathématiques, donc la fonction valeur absolue est continue. Vous avez en fait donc un point d'inflexion en zéro, et la dérivée elle est discontinue dans ce point. Donc c'est ça l'allure de votre tension en fonction de Z. Alors très bien. Alors maintenant, on passe à un autre exemple d'application théorème de Gauss pour les surfaces planes. Et donc là, on va prendre une surface, donc deux surfaces cylindriques, donc le câble coaxial. Donc le câble coaxial,
Donc c'est le câble utilisé pour les télécommunications. Et donc il a été remplacé par la fibre optique parce que dans une fibre, vous avez donc, une transmission plus rapide et moins de dispersion. Vous allez voir ça l'année prochaine ou même cette année. Donc c'est les phénomènes de dispersion et de transmission. Donc ce qui se propage dans le câble coaxial, c'est le signal électrique. Et donc le câble coaxial, donc il est constitué de deux cylindres. Donc il y a le cylindre intérieur qu'on appelle le cœur. Et vous avez un autre cylindre extérieur qu'on appelle la gaine. Donc là, c'est le cylindre extérieur. Et donc là, le cylindre intérieur, donc le cœur, il est chargé dans sa surface latérale. Donc il y a une charge que sur la surface latérale. Donc vous prenez un cylindre. Donc le cylindre intérieur, il est chargé que sur la surface latérale. Et le cylindre vert, donc la gaine ici, donc, elle est chargée que sur la partie intérieure. Donc il n'est pas chargé sur la partie extérieure. Donc c'est deux plans. Donc c'est comme donc c'est des charges. Donc là on va utiliser donc pour la cœur, vous avez une charge Q qui est positive et pour la gaine vous avez une charge qui est négative. Et donc on va donc là Q négatif avec Q donc Q de la gaine est égal à moins Q donc la charge du cœur. Donc on va prendre un axe donc un axe Z qui passe par donc cet axe de symétrie des deux cylindres. On va supposer que le rayon R1, donc le R1, c'est le rayon du cylindre intérieur et R2, c'est le rayon du cylindre extérieur. Et donc nous, le but c'est de calculer, donc on veut trouver le champ électrique dans trois régions. Donc là, vous avez trois régions ici. Donc la première région qui est très simple, la deuxième et la première région sont simples. Donc la première région, c'est lorsque vous êtes en dehors des deux cylindres, lorsque vous êtes là par exemple. La deuxième situation, c'est lorsque vous êtes à l'intérieur du premier cylindre, vous êtes à l'intérieur, vraiment à proximité de cet axe. Donc pour ces deux cas, en fait, l'application du théorème de Gauss, donc déjà, on va commencer par R supérieur à R2. Donc là, vous allez prendre un point. Donc la base la plus adaptée, donc c'est EZ, ER. Donc ER, c'est ce vecteur-là radial, donc ER. Et donc vous avez Eθ qui pointe dans ce sens-là. Donc là, le champ électrique d'abord, donc que ça soit pour R inférieur à R1 ou R inférieur à R2 ou même R entre les deux, donc on a les mêmes symétries. Donc on va trouver une fois pour toutes les plans de symétrie. Donc là, les plans de symétrie de charge, c'est simple. Donc vous avez le premier plan qui coupe donc le cylindre en deux morceaux et qui contient M bien sûr. Et ce cylindre-là, il est donné par donc M, EZ, ER. Donc voici un premier plan de symétrie, donc c'est un plan de symétrie. Ensuite, vous avez un deuxième plan de symétrie, c'est le plan. Donc là, on va considérer que ce câble coaxial, donc il est infini, donc il est de longueur infinie, comme le fil infini de tout à l'heure. Et donc là, si vous prenez le plan qui coupe le câble coaxial horizontalement en deux, c'est aussi un plan de symétrie. Donc c'est un plan de symétrie. Donc c'est le M. Donc c'est le M Eθ, ER. Donc c'est un plan de symétrie. Donc ça veut dire que E, il appartient à l'intersection de ces deux plans.
Donc il appartient à l'intersection de ces deux plans. Et l'intersection de ces deux plans, bah, il faut juste regarder le vecteur en commun et c'est ER. Donc ça veut dire que E est parallèle à ER. Donc E est parallèle à ER. Donc E, il s'écrit de la façon suivante. E, a priori, il dépend de R, θ, Z, mais on va voir qu'après, ça va se simplifier selon ER. Alors maintenant, on a considéré que, donc, que le câble coaxial est infini, donc il n'y a pas de dépendance selon Z. Vous avez une invariance par rotation autour du cylindre. Donc, lorsque vous tournez autour du cylindre, le problème ne change pas, donc il reste le même cylindre et les charges restent les mêmes. Donc c'est une invariance par rotation. Donc le E, il dépend que de R et il est selon ER. Donc c'est exactement comme le câble, le fil à une dimension. Donc ER selon ER. Alors maintenant, pour la première région, donc on va appliquer le théorème de Gauss. Et le théorème de Gauss, il vous dit que donc sigma, ou plutôt le flux du champ électrique à travers une surface de Gauss fermée est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Et donc là, sans même chercher la surface de Gauss ou quoi que ce soit, on va juste raisonner sur la charge intérieure. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous êtes à l'extérieur des deux cylindres, donc là, si vous prenez n'importe quelle surface qui englobe les deux cylindres, la charge totale, c'est quoi? C'est Q du cœur plus Q de la gaine, et ça, c'est de charge opposée qui est égale à 0. Or, ce théorème, ce flux, il est vrai pour n'importe quelle surface, donc ça veut dire que le E, donc le champ électrique, est nul pour n'importe quel R supérieur à R2. Donc sans même perdre votre temps, vous allez juste par un raisonnement qualitatif trouver que le champ électrique à l'extérieur des deux cylindres est égal à 0. De la même façon, pour R à l'intérieur de R1, on est à l'intérieur de R1. Or, à l'intérieur de R1, toute surface de Gauss qui englobe l'intérieur, bah, il contient que le vide parce que les charges sont sur les surfaces des cylindres. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de charge. S'il n'y a pas de charge, donc de la même façon, l'intégrale de E de ds est égale à la charge intérieure sur epsilon 0. On n'a pas de charge intérieure, est égale à 0. Et puisque là, on est en train d'intégrer pour toute surface de Gauss, parce que ce théorème il est valable pour n'importe quelle surface à condition qu'il soit fermé et qu'il englobe vos charges, ou là où vous êtes, par exemple, et il passe par le point M. Là, le point M, dans ce cas-là, il est à l'intérieur du cylindre de rayon R1. Et donc là, ça veut dire que E est égal à 0 pour n'importe quel R inférieur à R1. Donc là, on a trouvé les deux régions. Donc ça veut dire que le câble coaxial a un champ que seulement entre les deux cylindres. Et donc c'est ça le but du câble coaxial, c'est parce que on va atténuer les champs extérieurs. Donc on va enlever ce qu'on appelle les parasites. Donc le champ électrique, il va être confiné qu'à l'intérieur, et donc pour assurer une bonne transmission. Parce que si vous avez un champ électrique à l'extérieur, bon, il y a possibilité que ça interfère avec d'autres champs, et donc ça va bousiller votre signal. Donc ça veut dire qu'on va travailler que sur dans cette région R entre les deux cylindres. Et donc là, si je reprends le schéma, donc là j'avais le cylindre intérieur qui est là, le cylindre extérieur qui est là. Voilà. Et donc là, j'ai mon axe Z qui passe par... Donc c'est l'axe de symétrie des deux cylindres. Et donc là, je vais me placer à l'intérieur des deux. Donc un point M avec donc là la base cylindrique, donc ER, et là Eθ. Et donc là, on doit appliquer le théorème de Gauss pour, donc le théorème de Gauss pour R entre R1 et R2, et avec R1, donc c'est ce rayon-là, R2, c'est ce rayon-là. On a supposé que le fil est infini. Donc si le fil est infini, on va
On va tout simplement prendre... donc on va appliquer le théorème de Gauss. Donc l'intégrale double sur une surface fermée de E. Donc le flux de E à travers une surface fermée est égal à la charge intérieure divisé par epsilon 0. Alors maintenant, la surface de Gauss la plus adaptée pour qu'il contient le point M. Donc maintenant, vous êtes habitué avec les conditions. Première condition, il faut que la surface de Gauss passe par le point M. Il faut que le champ électrique soit constant dans cette surface. Et il faut également que le champ électrique, il doit être parallèle à ds, donc le vecteur unitaire surfacique. Donc la surface la plus adaptée, donc c'est un cylindre qui est à l'intérieur des deux et qui passe par M. C'est un cylindre qui est à l'intérieur des deux et qui passe par M. Et ce cylindre jaune qui est à l'intérieur des deux, on va supposer de rayon grand R au petit r, de rayon petit r et de hauteur h. Et donc ce cylindre jaune, donc il a trois surfaces, une surface supérieure, une surface inférieure et une surface latérale. Donc une surface latérale, une sur SL. Donc là, le D sup, donc le DS sup, il est orienté vers Z. De la même façon, DS inférieur, il est orienté vers le bas. Donc le seul contribution non nulle, ça va venir de la surface latérale qui est, elle, orientée vers ER. Donc prenez la surface latérale, le DS, donc c'est le vecteur unitaire surfacique qui est perpendiculaire à la surface en question. Donc il est selon ER. Et donc là, on va transformer cette intégrale en trois contributions. Donc vous avez la première contribution latérale, qui est non nulle dans ce cas-là, plus la contribution supérieure, donc ds sup, plus la contribution inférieure, donc E ds inférieur. Et donc tout ça est égal à la charge intérieure. Et la charge intérieure ici, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la charge qui est sur la surface latérale du premier cylindre R1, donc le cœur. Donc la charge ici, elle est là. Elle est contenue dans ce cylindre de hauteur H et de rayon R1. Et toute la charge Q intérieure est contenue dans le cœur, dans le cylindre le cœur, entre parenthèses, donc c'est un cylindre de rayon R1 et de hauteur H, donc la même hauteur que le cylindre de Gauss. Et donc ça veut dire que Q intérieur, c'est tout simplement sigma, puisque là on est à deux dimensions, fois la surface. Donc comme tout à l'heure, vous prenez votre feuille en cylindre, prenez un ciseau, coupez, vous allez dérouler en fait votre cylindre, vous allez avoir une largeur, donc c'est la hauteur, fois la longueur, c'est le périmètre de ce cercle, le cercle supérieur et l'inférieur du cylindre. Donc ça fait 2pi fois le rayon, donc ici c'est R1, fois H. Donc là, E scalaire D sub, puisque le E il est orienté selon ER, donc E, on a par symétrie, on a trouvé qu'il est orienté selon ER. Donc là, puisque D sup est orienté selon EZ, donc cette contribution est nulle et cette contribution est nulle. Donc tout ce qui me reste ici, c'est l'intégral DSL qui est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Et Q intérieur, donc, puisque on n'a pas la valeur de sigma, donc on va juste garder le Q, donc le plus Q du cœur, donc le cylindre intérieur. Donc là, E est parallèle à DSL, E est constant dans cette surface de Gauss, donc il peut sortir de l'intégrale et il dépend de R. Et donc là, on va intégrer DSL et la surface latérale du cylindre jaune. Donc c'est tout simplement le périmètre du cercle, donc c'est 2pi fois R
fois la hauteur, donc h, est égal à q sur epsilon 0. Et bien sûr, ici, j'ai oublié ER. E de R. Et donc finalement, on trouve que E de R donc, est égal à Q sur donc 2pi fois R fois H epsilon 0. Bien sûr, ici, il faut tout simplement donc là, donc ce H là est arbitraire en fait. C'est-à-dire que le H, vous pouvez le prendre par exemple, si on vous donne un cylindre, un câble coaxial qui n'est pas infini, bah dans ce cas-là, vous prenez H est égal à la hauteur de votre cylindre et donc ce H, ça sera une donnée. Alors maintenant, pour récapituler tout ce qu'on a trouvé, donc on a trouvé que E est égal, donc on l'a trouvé dans 3 régions. Donc pour la première région, on a trouvé 0 pour R inférieur à R1. Et ou pour R supérieur à R2. On a trouvé que E, donc là c'est 0 vecteur bien sûr, et on a trouvé que E dans la région entre les deux cylindres est égal à 2pi RH0 selon ER. Donc ça c'est pour R entre R1 et R2. Donc voici l'expression de E. Alors maintenant on va faire comme pour les deux plans chargés. Donc on va essayer de calculer dans le calcul du potentiel. Parce que là, en réalité, vous pouvez voir le câble coaxial comme un condensateur cylindrique. Donc puisque vous avez, vous voyez les petits condensateurs que vous utilisez dans les maquettes, dans les composants électroniques, là, ils ont une forme cylindrique. Bah, c'est exactement ça. Donc c'est deux cylindres coaxiales et le cylindre intérieur est chargé positivement et celui qui est à l'extérieur est chargé négativement. Donc on va calculer le potentiel électrique, calcul du potentiel électrique de ce condensateur cylindrique. Et donc là, on va réutiliser la définition de E. Donc E, il suit donc E est dirigé vers le potentiel les plus bas. Donc c'est moins gradient de U ou de V, tout simplement. On va prendre V dans ce cas-là. Et donc là, on a E est égal à ER selon ER. Donc ça veut dire la seule composante du gradient. Donc je vous rappelle que le gradient, il possède 3 composantes dans la base cylindrique. Vous avez D sur D de R, vous avez 1 sur R, D sur dθ, et vous avez D sur dz. Et donc là, vous allez avoir la seule composante qui est non nulle selon ER, donc c'est D sur D de R, et puisque c'est une dépendance unique, donc on transforme la dérivée rond en dérivée droite, et on trouve moins D de V sur D de R selon ER. Donc ça veut dire que D de V, qui est égal à V, donc l'intégrale de dV qui est égale à V est égale à moins l'intégrale de E de R, D de R. Et donc on va trouver que V de R est égal à moins l'intégrale de E de R, donc il n'y a qu'une seule région, c'est de R1 à R2. De R1 à R2. On peut prendre directement on peut calculer directement une relation générale, donc sans calculer la différence. On va donc remplacer E par son expression entre R1 et R2, donc c'est 2 pi R H epsilon 0 D de R. Et donc là, V de R est égal à moins Q, donc le Q peut sortir, de pi H epsilon 0, c'est des constantes. Et donc l'intégrale de 1 sur R D de R, c'est tout simplement le log. Donc on va avoir moins Q sur 2 pi H epsilon 0, logarithme de R plus une constante. Donc voici l'expression du potentiel. Donc c'est moins Q log de R sur 2 pi H epsilon 0 plus K. Et donc maintenant pour trouver donc le potentiel, la différence de potentiel entre les deux
donc des deux cylindres. Donc là, le premier cylindre de rayon R1 et les deux charges Q positifs. Le deuxième cylindre de rayon R2 et les deux charges Q négatifs. Et donc ça veut dire que le potentiel U, c'est la différence entre les deux. Donc ce potentiel est égal à V1 moins V2. Avec V1, c'est tout simplement le potentiel en R1. Et donc on va remplacer ici par R1. Donc on va trouver moins Q log de R sur 2pi H epsilon0. Et bien sûr, il faut remplacer petit r par R1. Par R1 plus K. Or, le potentiel en R1, donc le potentiel en R1, c'est tout simplement V1. Et donc là, on trouve que K, la constante K d'intégration est égale à V1 plus Q log de R1 sur 2pi H epsilon 0. Et de la même façon, le V2, donc V2 c'est le potentiel en R2, et le potentiel en R2 c'est moins Q log de R2 sur 2pi H epsilon 0. Et donc le K, on va remplacer le K ici, donc on va trouver plus V1 plus Q log de R1 sur 2pi H epsilon 0. Et donc là, on trouve que V1 moins V2, donc on va prendre le V1 de l'autre côté, et donc ça va faire Q 2pi H epsilon 0 facteur de log R2 moins log R1. Et donc log A moins log B, c'est log A sur log B. Et donc la différence de potentiel U entre les deux armatures cylindriques, c'est V1 moins V2 qui est égal à Q sur 2pi H epsilon 0. Donc log de R2 sur R1. Et donc de la même façon, on va trouver la capacité. Donc la capacité, non, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Donc c'est Q est égal à C fois U. Et donc Q est égal à C fois, donc je remplace U par cette expression, donc Q sur 2pi H epsilon 0 log de R2 sur R1. Donc je peux simplifier par le Q, et je trouve que la capacité d'un condensateur cylindrique, donc il est donné par 2pi H epsilon 0 sur le log de R2 sur R1. Donc voici la capacité du condensateur cylindrique. Donc voilà, c'était des applications du théorème de Gauss dans le cas d'un condensateur cylindrique, dans le cas d'un fil à une dimension, dans le cas d'un plan, des deux plans qu'on a superposés. Alors maintenant, on va parler du champ magnétique. Donc maintenant, de la même façon, on a défini le champ électrique. Donc là, la magnétostatique. Donc de la même façon qu'on a défini le champ électrique, et on a dit que le champ électrique, la source des champs électriques sont des charges. Donc lorsque vous avez une charge dans l'espace, donc cette charge va créer un champ électrique. Donc il va créer un champ électrique. Donc ça veut dire que les sources du champ électrique, donc les sources des champs électriques sont les charges. Et donc là, on va faire un tableau pour faire l'analogie entre le champ électrique et le champ magnétique, puisque maintenant vous connaissez le champ électrique. Donc à partir de cette analogie, on va créer le champ magnétique. Et donc le champ magnétique. Donc le champ magnétique. Alors, donc là, la différence entre le champ magnétique et le champ électrique, c'est que le champ magnétique, il est créé par des courants. Donc là, la source des champs électriques sont des scalaires, donc c'est des Q, c'est un scalaire. Or, le champ magnétique, ce qui va créer le champ magnétique, c'est des vecteurs, en fait, c'est des courants. Donc là, l'origine du champ électrique, c'est des courants. Donc c'est les courants qui créent le champ électrique, le champ magnétique. Et donc là,
De la même façon, donc l'équivalent, donc là, l'équivalent de la charge électrique en magnétique, c'est ce qu'on appelle le contour courant. Et le contour courant, on va le définir par DC, et ce DC est égal à I fois DL. Donc ça veut dire que si vous avez un fil électrique qui est parcouru par par un courant électrique I, donc là on va définir un DC, et ce DC là, c'est ce vecteur qui est orienté vers I avec un DL. Donc le DL, c'est le vecteur qui est parallèle au fil électrique. Et donc là, de la même manière qu'on a défini les symétries pour le champ magnétique, donc le champ électrique, on a dit que lorsque vous avez deux particules symétriques, donc par exemple une plus là, une plus là, donc le plan de symétrie, il est là. Donc ça veut dire que le champ électrique dans le plan de symétrie, il est contenu dans le plan de symétrie. Donc on a trouvé que E appartient au plan de symétrie. Donc maintenant, l'équivalent des charges électriques, on a dit que c'est des contours, donc c'est des DC. Donc si vous avez un DC là et un autre DC' là, donc là, leur plan de symétrie, il est au milieu, il est là. Donc là, on va l'admettre, parce que normalement, on ne peut pas le démontrer. Si, on peut le démontrer, mais il faut donc la loi de Biot-Savart, mais je ne suis pas sûr si vous avez ça dans le programme, mais on va l'admettre que dans ce cas-là, le champ magnétique, c'est l'inverse du champ électrique. Lorsque vous avez un plan de symétrie de courant, de contour de courant, dans ce cas-là, le B, il est perpendiculaire au plan de symétrie. Donc ça veut dire que B est perpendiculaire au plan de symétrie de courant. Donc là, c'était les charges. Et donc là, c'est les courants. Pareil, donc inversement, lorsque vous avez deux particules de sens ou de charge différentes, donc vous pouvez créer un plan d'antisymétrie P étoile, et le champ électrique, E, il est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc le E est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc le champ magnétique, c'est l'inverse. Si vous avez deux courants, donc là, le premier DC1, donc là, vous avez un plan, donc je vais séparer les deux là, vous avez un plan d'antisymétrie P étoile ici. Donc là, l'antisymétrique, donc là, il y a une astuce pour représenter l'antisymétrique. Vous commencez par représenter le symétrique de ce vecteur, et ensuite vous prenez l'opposé. Donc voilà l'antisymétrique de DC2. Donc si pi étoile est un plan d'antisymétrie, donc ça veut dire que le champ électrique appartient à ce plan. Donc B appartient au plan d'antisymétrie. Donc voilà. Alors maintenant, comme on a défini le théorème de Gauss pour le champ électrique, l'équivalent de ça, donc E, le flux de vecteur E à travers une surface fermée qu'on a appelée la surface de Gauss est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc de la même façon, on va définir le théorème d'Ampère. Et le théorème d'Ampère, c'est une seule intégrale de B scalaire D de L est égal à mu0 fois sigma I. Donc je vais expliquer terme par terme. Donc ce premier terme, ça s'appelle la circulation. Donc celui-là, c'était le flux. Et ça, c'est la circulation du champ magnétique à travers un contour. Donc à travers ou autour d'un contour. La circulation autour d'un contour. Fermé. Parce que le rang ici, c'est fermé. D'un contour fermé. Et là, ce sigma, donc mu0, c'est la perméabilité magnétique. Et sigma di, c'est ce qu'on appelle, donc c'est la somme des courants enlacés ou des courants traversés, des courants qui traversent
qui traverse ce contour fermé. Et on va donner un exemple. Donc, supposons que vous avez, par exemple, plusieurs courants dans l'espace. Donc, vous avez le premier câble ou le premier fil électrique qui est parcouru par un I1. Le deuxième, il est parcouru par un I2, mais dans l'autre sens. Et vous avez un troisième qui est parcouru par I3 dans ce sens-là. Donc là, le théorème d'Ampère, il vous dit que pour trouver le champ magnétique créé par ces courants, il faut chercher un contour. Et donc ce contour, de la même façon que la surface de Gauss, donc ce contour, il doit être, donc l'élément vecteur de ce contour, il doit être parallèle à dl. B doit être constante dans ce contour, dans le contour. Et bien sûr, donc si vous avez un point M dans l'espace, donc si vous cherchez le champ magnétique dans ce point M, il faut qu'elle appartienne à ce contour-là. Et donc là, dans cette situation, le contour le plus adapté, qui englobe ces trois courants, c'est tout simplement, donc c'est le contour donc c'est un contour circulaire. Et ce contour circulaire, il faut l'orienter. Donc là, ça, par convention, vous pouvez choisir votre orientation. Donc moi, je l'ai orienté dans ce sens-là. Alors maintenant, pour appliquer le théorème d'Ampère, donc la circulation de B dans ce contour est égale à mu0 fois le sigma di. Sigma di. Donc là, les sigma di dans ce cas-là. En fait, moi, ça ne m'intéresse pas le champ magnétique, mais c'est juste pour vous montrer à quoi correspond ce sigma i. Donc c'est la somme des courants enlacés par le contour. Ou d'autres termes, c'est les courants qui traversent le contour. Donc là, le résultat, c'est le suivant. Donc c'est plus I1 moins I2 plus I3. Alors, je vous explique pourquoi il y a un plus ici, pourquoi il y a un moins, pourquoi un plus. En fait, vous allez prendre donc le contour vert, vous allez imaginer que c'est votre main, et les courants, c'est les pouces. Donc là, lorsque vous tournez votre main dans ce sens-là, dans le sens du contour, donc le pouce, il va vers le haut. Donc ça veut dire que tous les courants qui suivent votre pouce, c'est des courants positifs. Donc c'est pour ça que j'ai placé un plus devant I1 et un devant I3. Et les courants qui sont dans le sens opposé de votre pouce, donc qui traversent dans l'autre sens, on va mettre un I2. Et de la même façon, si vous avez un autre I4 qui est vers le bas, donc là, vous allez mettre moins I4 ici. Donc voici la signification de ce sigma I, c'est la somme des contours enlacés. Alors maintenant, on va prendre un exemple. Donc exemple d'application, c'est le solénoïde infini. Donc le solénoïde infini, c'est tout simplement une bobine. Donc la bobine, vous l'avez représentée par ce symbole. Mais vous pouvez, par exemple, donc en 3 dimensions en perspective, donc la bobine, donc il ressemble à quelque chose qui est comme ça. Donc c'est un enroulement de fil, voilà. Et donc cet enroulement, il a un axe de symétrie Z. Et donc là, ces enroulements, ces fils, ils sont traversés par le même courant I, dans ce sens-là. Et donc c'est ce qu'on appelle un solénoïde. Mais là, dans ce cas-là, on va le considérer infini. Donc si on va se mettre par exemple dans ce sens-là, et on va regarder, donc là si on prend une coupe de ce solénoïde, on va regarder ce qui se passe. Donc là en 2 dimensions, voilà ce qu'on voit. Donc on va voir des courants qui entrent dans l'écran, donc qui pointent vers nous. Et il y a aussi des courants qui repartent, donc qui vont traverser le courant, mais dans l'autre sens, donc vers vous. Donc là, on va mettre une croix. Et donc là, ça, c'est le centre. Donc c'est l'axe qui passe par le centre du solénoïde. Et donc là, on va prendre les extrémités du solénoïde, ils sont là. Et donc là, on va prendre R. Donc ça, c'est le rayon du solénoïde. Donc le solénoïde, c'est comme un cylindre qui a un rayon. Alors maintenant, pour appliquer le théorème d'Ampère, on commence d'abord par chercher les symétries du problème. Donc, est-ce qu'il y a des symétries pour les courants?
puisque le courant, c'est la cause du champ magnétique. Donc, il faut chercher les symétries des courants. Et ensuite, on va trouver les symétries du champ magnétique. Donc là, on va se placer, donc par définition, donc là, toujours le théorème, donc la loi de Biot-Savart, je ne pense pas que c'est dans le programme, vous allez supposer que le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde est nul. Donc on va considérer que, donc là, un R, donc là, si vous placez dans un point M ici, de rayon petit r, avec R et donc entre 0 et grand R. Donc on va se placer ici, au moins R bien sûr, entre moins R et R. Donc là, ça sera le centre, et donc là c'est moins R. Donc là, les plans de symétrie, donc on va orienter notre point M qui est là. Donc je vais reprendre la figure donc rapidement. Donc, je vais prendre 3 courants. Voilà. Ça c'est le centre de mon axe. Et donc le point M, je vais le prendre ici. D'accord? Et le solénoïde, il est infini. Donc là, on va prendre un axe EZ, un axe ER et un axe Eθ, dans ce sens-là. Donc là, si je prends cette figure en perspective, donc là, vous êtes d'accord avec moi que ce plan-là, qui coupe le solénoïde en deux, c'est un plan d'antisymétrie de courant. Pourquoi? Parce que là, vous avez des courants qui passent, qui sont là, donc là, et vous avez des courants qui sont dans l'autre sens. Donc ça veut dire que c'est un plan d'antisymétrie. Donc le plan qui coupe le solénoïde en deux, donc c'est ER, EZ, est un plan d'antisymétrie. Donc ça veut dire que P, il appartient à ce plan. Donc il est contenu dans, donc là c'est M, ER, EZ. Donc P, il appartient à ce plan. Donc j'ai trouvé la direction de M, mais pas encore, j'ai pas encore trouvé son sens. Donc pour trouver son sens, il faut un deuxième plan d'antisymétrie. Donc un deuxième plan d'antisymétrie, c'est le plan qui passe par, donc qui coupe le solénoïde en deux, mais horizontalement. Donc il est perpendiculaire au plan vert et qui passe par donc il passe par M. Mais le problème, c'est que là, ce plan, il passe pas par M. Donc il me faut un autre plan. Et donc l'autre plan que je vais prendre, c'est le plan qui est comme ça. Et ce plan-là, il va couper donc encore une fois le solénoïde en deux et qui passe par M. Et ce plan-là, c'est M, EZ, Eθ. Donc ça veut dire que B, il appartient à ce plan-là, puisque c'est un plan d'antisymétrie. Donc ça veut dire que B, finalement, il appartient à l'intersection de ces deux plans, et l'intersection de ces deux plans, donc c'est le vecteur EZ. Donc ça veut dire que B est parallèle à EZ. Alors maintenant, pour trouver les invariances, donc comme d'habitude, on va supposer que ça dépend de R, θ et Z selon EZ. Mais puisque là, on a une symétrie, on a une invariance selon Eθ, donc le B ne dépend pas de θ. Le solénoïde est infini, donc pas de dépendance selon Z, donc ça veut dire que le champ magnétique, il dépend que de R. Et donc maintenant, on va appliquer le théorème d'Ampère. Donc le théorème d'Ampère. Donc le théorème d'Ampère, la circulation du champ magnétique à travers un contour, autour d'un contour fermé est égale à μ0 fois la somme des courants qui traversent ce contour, et les courants enlacés aussi. Et donc là, je reprends la figure, donc vous avez donc là des courants et là les courants qui rentrent. Ça, c'est l'axe de mon solénoïde. Et moi, je prends un point M ici. Donc là, il faut choisir un contour tel que B est parallèle à DL, M il appartient à ce contour, et également, quoi d'autre? Il faut que B soit constant dans ce contour. Et donc le contour le plus adapté pour cela, puisque B ne dépend que de R, et donc c'est
c'est ça. Donc c'est ce contour-là. C'est un contour rectangulaire. Et bien sûr, on va supposer que le solenoïde, il est très dense. Ça veut dire qu'il y a plusieurs spires, en fait. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas représentés. Mais il y a plein de courants qui traversent l'écran ici. Donc ce contour, on va l'orienter. Donc là, le premier contour, donc 1. Donc ça, c'est D de L1. Là, D de L2. Là, D de L3. Donc le choix de l'orientation, ça revient à vous. Donc moi, je prends cette orientation. Donc ça veut dire que si j'applique la règle de la main droite, donc les courants positifs, ils sont vers moi. Donc les courants qui me traversent, donc ça veut dire que tous ces courants qui sont là sont positifs parce qu'ils traversent dans ce sens-là, vers moi. Et donc là, c'est DL4. Et donc là, DL2 et DL4, puisqu'ils sont orientés selon ER et B, il est perpendiculaire selon... donc ça veut dire que B scalaire DL2 est égal à B scalaire DL4 est égal à 0. Est égal à 0. Car B est perpendiculaire à ces deux vecteurs, DL2 et DL1, DL4. Donc la seule contribution, il va venir de... Donc là, je vais pas mettre le rond parce que j'ai ouvert mon contour. Donc là, je vais avoir B scalaire DL1 plus l'intégrale de B scalaire DL3. Et tout ça est égal à mu0 fois la somme des courants enlacés. Alors maintenant, pour trouver la somme des courants enlacés, il faut introduire une quantité petit n qu'on appelle le nombre de spires par unité de longueur. Le nombre de spires. Spire, c'est juste un seul contour. C'est un seul circuit, une spire. Donc c'est un circuit circulaire. Nombre de spires par unité de longueur. Et donc n est égal à d de n sur d de l. Et donc là, ça veut dire que si je prends ce contour de côté, donc de longueur grand L, donc ce côté-là de là à là, c'est grand L. Donc ça veut dire que le nombre de spires là, le nombre de spires qui sont là, dans ce sens-là, c'est tout simplement donc le nombre de spires, c'est tout simplement n fois grand L. Et donc ça veut dire que la somme de courants enlacés, c'est juste I fois n fois L. Pourquoi I? Parce que tous ces courants, toutes ces spires sont parcourues par le même courant. Donc c'est n fois, donc c'est I fois leur nombre. Et donc là, on va voir que si l'intégrale de B scalaire dl1 plus l'intégrale de B scalaire dl3 est égale à mu0 fois I fois n fois L. Alors maintenant, il reste à calculer ces deux intégrales. Donc je vais reprendre la figure suivante. Donc là, j'ai B qui est selon EZ, DL1 il est selon EZ également, EZ il est là. Par contre, DL3 il est selon moins EZ. Moins EZ. Et donc là, c'est-à-dire que cette intégrale-là, donc B scalaire DL1, ça va me donner l'intégrale de B fois DL1. Et le deuxième ici, ça va me donner moins l'intégrale de B DL3. Et là, puisque là je parcours le premier contour, donc là je vais supposer que là je le parcours de 0 à L. Donc là je le parcours de 0 à L. Par contre, le deuxième contour, donc le départ c'est de L à 0. Donc là je vais avoir de L à 0 et tout ça est égal à mu0 fois n fois I fois grand L. Et donc là, première intégrale, puisque le B est constant dans le contour, donc il peut sortir, donc je vais avoir B fois L. Là, c'est moins avec moins B fois L. Et donc je trouve 2B fois L est égal à mu0 n I fois L. Donc je peux simplifier par L et je trouve finalement que B qui dépend de R est égal à mu0 n I sur 2.
Et donc, cela signifie que la structure du champ magnétique, c'est mu0 sur 2 selon EZ. Et donc voilà une application de théorème de l'Ampère. Et donc ça m'a donné donc j'ai calculé le champ magnétique créé par le solénoïde à l'intérieur, donc à l'intérieur de sa section. Donc voilà, j'espère que c'était utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.